Bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur l'étude de la propagation des impulsions dans les lignes de transmission. Donc, c'est une partie ou c'est un chapitre qui constitue un complément des chapitres précédents. Et donc, à travers ce chapitre, on va essayer de comprendre et de voir le comportement d'une ligne de transmission, cette fois-ci en régime impulsionnel. Donc, dans les chapitres précédents, au niveau de la chaîne de YouTube, chapitre 2, chapitre 3 et même le chapitre 4, toute l'étude qui a été faite concernait le comportement des lignes de transmission qui ont été alimentées par un générateur de tension harmonique, ou bien de tension sinusoïdale. Et donc cette étude était très importante dans la mesure où ça nous a permis d'introduire ce qu'on appelle les équations de télégraphiste, comment les résoudre, comment étudier des cas particuliers des récepteurs possédant une charge très importante, très faible, des charges adaptées. Nous avons également vu l'introduction, nous avons introduit ce qu'on appelle le coefficient de réflexion qui mesure le taux des ondes réfléchies sur une ligne de transmission. Également le taux d'ondes stationnaires qui mesure le nombre d'ondes stationnaires qui se produit dans une ligne de transmission à chaque fois qu'il y a un problème de non-adaptation. On va dire que cette première étude était très importante, était très théorique. On va profiter de ce que nous avons vu précédemment pour compléter notre cours. On va dire que la partie précédente, elle est très importante, même en expérimentation, dans la mesure où ça nous a permis de mesurer la vitesse de propagation, de mesurer l'impédance caractéristique, et bien évidemment de faire la mesure des pertes dans un câble coaxial par exemple. D'accord? Donc ça c'est, on va dire, le côté pratique des lignes de transmission. Le chapitre en cours, c'est un chapitre qui va s'intéresser à étudier le comportement des lignes de transmission, mais cette fois-ci en régime impulsionnel. Donc ce régime revient à appliquer une tension à l'entrée de la ligne, sachant que cette tension passe de la valeur 0 à l'instant t égale à 0, généralement, vers la valeur E, et ça va se stabiliser pendant pendant une certaine durée taux, et puis elle va revenir vers l'état 0. D'accord? Donc, là, on va distinguer deux cas. Si ce temps taux est très petit, devant le temps de propagation que mit l'impulsant pour aller de le générateur vers le récepteur. Si ce temps taux est très petit devant le temps de propagation, on dit que c'est une impulsion de tension. Par exemple, celle-là. Donc vous avez ici une série d'impulsions, un certain nombre d'impulsions, ce qu'on appelle aussi un train d'impulsions, caractérisé par une certaine durée, taux, et avec une certaine amplitude E0. Le deuxième cas, si le taux est grand devant ce temps de propagation, on parle d'un échelon de tension. D'accord? Donc ça, c'est un échelon. Ça, c'est une impulsion. Donc on va essayer de voir dans cette partie-là, c'est déterminer les signaux, on va pas dire le long de la ligne, mais aux extrémités de la ligne. On ne peut pas étudier les signaux le long de la ligne, parce que déjà nous avons une variable qui est le temps, et si on ne travaille pas aux extrémités, c'est-à-dire on aura une deuxième variable qui est la distance, qui est la variable espace. Et ça peut compliquer un petit peu l'étude. Donc, l'étude que nous allons faire, c'est étudier les signaux à l'entrée et à la sortie de la ligne. C'est ce qu'on appelle, en terminologie de télécommunication, les signaux de la paradiaphonie et les signaux de la télédiaphonie. D'accord? Et ceci lorsqu'on excite la ligne avec un échelon. Avec un échelon.
Bon, il se peut que l'échelon n'a pas vraiment, il ne va pas monter progressivement. On peut avoir un échelon avec un temps de montée égal à zéro. D'accord? Bon, ça c'est un temps de montée. Donc on peut avoir une impulsion avec un temps de montée égal à zéro. Donc, côté expérimentation, donc, la partie impulsion ou la partie régime impulsionnel peut être très importante pour mesurer le temps de propagation. Or, le temps de propagation, c'est le temps que met l'onde pour aller, on va dire, d'un émetteur vers un récepteur, ou bien dans les cas des radars, le temps que met l'onde pour aller, on va dire, du radar vers le radar. C'est-à-dire, il va traverser le trajet aller, c'est-à-dire du radar vers la cible et de la cible vers le radar. Ça peut nous aider à mesurer la vitesse de propagation, comme ça peut nous aider à mesurer les paramètres linéiques, le C et le L. Donc là, quelques exemples d'applications où on utilise le système impulsionnel, ou bien on utilise le régime impulsionnel. Bon, les systèmes radars, comme je viens de signaler. Donc si on veut détecter, si on veut localiser une cible en termes de distance, je parle que de la distance, sachant que la localisation d'une cible, il nécessite la détermination de la distance, des angles de site et du gisement. Hein. Ce sont trois coordonnées, les coordonnées que vous avez vues en système sphérique. Ce sont les coordonnées qui peuvent nous aider à localiser exactement euh, la cible dans l'espace. Donc, dans les systèmes radars, dans les applications de télécom en ultra large bande, les applications spatiales, militaires, quotidiennes, dans les micro-ondes de puissance, et bien évidemment dans la caractérisation du ligne, c'est-à-dire la détection des défauts des câbles. Et ça, c'est très très important. C'est ce qu'on appelle la réflectométrie. Et je rappelle que la réflectométrie peut se faire dans le domaine impulsionnel et ou bien le domaine temporel, et elle peut se faire dans le domaine fréquentiel. D'accord? Donc, on va juste parler brièvement de cette méthode. D'accord? Donc, le principe de la méthode de la réflectométrie, donc une onde, c'est-à-dire une impulsion, elle est injectée dans la ligne de transmission côté de l'émission. Donc, cette onde, cette impulsion, elle va se propager avec une certaine vitesse, sachant que la vitesse de l'impulsion, c'est la célérité divisée par la racine de epsilon r, la permittivité relative. Donc ça, c'est une relation que nous avons vue en optique. Lorsque, la lumière il se propage dans un milieu diélectrique, la vitesse va baisser par rapport au vide, et donc, si on veut la déterminer, on n'a qu'à mettre, appliquer la relation qui est l'indice de réfraction où la racine de la permittivité est égale à C sur la vitesse. Donc, je précise, une onde est injectée dans la ligne de transmission. Donc, lorsqu'elle rencontre une discontinuité, un défaut par exemple, on aura le principe de la réflexion. Une partie de cette énergie ou bien de cette impulsion réfléchie va partir vers l'émetteur, d'accord? Et si on analyse ces signaux réfléchis, ils vont nous permettre, bien l'impulsion reçue, l'impulsion réfléchie va nous permettre d'en déduire toutes les informations sur la discontinuité. C'est-à-dire l'information principale, c'est à quelle distance se trouve ce défaut. Donc si je prends un exemple ici, une ligne de transmission reliée de ce côté-là d'un émetteur, de l'autre côté un récepteur, et il y a un défaut quelque part sur la ligne. Donc notre objectif, c'est déterminer à quelle distance se trouve le défaut. Donc comment on va faire pour déterminer cette distance? On va injecter une impulsion
à l'entrée de la ligne, d'accord? Cette impulsion, elle va se propager le long de la ligne, et lorsqu'elle rencontre l'obstacle, la discontinuité, le défaut, le résultat, c'est que j'ai une impulsion reçue. Bon, c'est clair que on n'a pas les mêmes formes, d'accord? Parce que il y a quand même des problèmes d'atténuation, il y a des problèmes que rencontre le signal émis, d'accord? Mais là, je garde toujours cette notion des impulsions qui sont saines et saufs, c'est-à-dire j'ai une impulsion émise et j'ai une impulsion réfléchie. On essaie de mesurer le décalage temporel entre l'impulsion émise et l'impulsion reçue. Et à partir de ce décalage, on va utiliser ce qu'on appelle la relation très connue, c'est que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Bon, le décalage, c'est entre l'impulsion émise et l'impulsion réfléchie. Donc nous avons, on va dire, traversé deux distances r. Hein, l'aller r, le retour r. Donc la distance, elle est là, égale à 2r sur le décalage horaire. Et la distance r, à partir de cette relation, elle est égale à le décalage fois la vitesse divisé par 2. Bon, c'est-à-dire la détermination de la distance repose sur la détermination du décalage. Et comme j'ai dit, la vitesse, on peut la calculer facilement. Il suffit juste d'avoir une connaissance sur la permittivité utilisée dans la ligne. Bon, si ce sont des lignes qui sont exposées dans l'espace, la vitesse de propagation sera celle de la lumière. Mais si on a des lignes de transmission où il y a des diélectriques, il faut avoir une connaissance sur cette vitesse de propagation. Passons maintenant à l'aspect théorique des choses. Et donc, on va essayer de résoudre les équations des télégraphistes. On va pas, on va pas aller voir les origines de ces équations, mais on va les utiliser, on va les considérer comme un prérequis. On va faire la résolution, mais cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on appelle les variables symboliques. C'est-à-dire, on va utiliser la transformée de Laplace. Donc, si je prends une ligne de transmission, d'accord? Donc, on va dire, il est là, caractérisé par ses paramètres secondaires, relié à une extrémité sur un générateur qui possède une force électromotrice E de T et une impédance interne Z0. Et de l'autre côté, la ligne est reliée à un récepteur d'impédance de charge ZL. On fixe un référentiel d'étude, d'accord, et on choisit l'orientation du générateur vers le récepteur. Donc 0, c'est le départ, LG, c'est la fin. Et puis on va repérer les signaux courant et tension à l'entrée, signaux de sortie, courant et tension à la sortie. Et puis en chaque position, on peut repérer par ces courants et tensions. Passons maintenant aux équations du télégraphiste et à leur résolution. Donc, nous avons déjà vu dans les chapitres précédents le système des équations de télégraphiste qui sont des systèmes qui sont des équations couplées qui relient d'une part la tension au courant et d'autre part qui relient le courant à la tension. Donc, afin de simplifier l'étude, on va supposer que nous sommes en présence des lignes sans perte, où il n'y a pas d'effet de résistance ni d'effet de conductance. Résultat de ça, c'est que le coefficient d'affaiblissement il est nul. Donc, en remplaçant ce coefficient dans on va dire l'expression de la constante de propagation, résultat, c'est que j'ai une constante de propagation qui est purement imaginaire. En remplaçant R et G par 0, on a un nouveau système d'équations de télégraphiste où il n'y a plus de R ni de G. Donc bien évidemment, L s'appelle l'inductance linéaire de la ligne et C, ça s'appelle la capacité linéaire de la ligne. Bon,
À ce niveau-là, c'est là notre point de divergence. Dans les chapitres précédents, on a supposé que pour alléger la résolution, on a supposé que le courant et tension varient d'une manière en harmonique, d'accord? C'était une manière de se débarrasser du temps, d'accord? Ici, on va essayer de faire la résolution autrement en utilisant ce qu'on appelle le calcul symbolique, c'est-à-dire on va appliquer ce qu'on appelle la transformée de Laplace. Donc, on va essayer on va dire de convertir les courants exprimés dans le domaine temporel, le petit i, le petit v, on va essayer de le transformer en des courants et de tensions symboliques, c'est-à-dire qui ne dépendent plus du temps, mais qui vont dépendre de la variable p. C'est-à-dire au lieu d'avoir ce système d'équations où il y a la variable temps, on va se retrouver avec un nouveau système, avec deux nouvelles équations, mais cette fois-ci, on va garder l'espace z, mais on va remplacer la variable t par la variable p. Bon, ceci va nous aider, d'accord? Mais lorsqu'on termine notre résolution, on doit revenir en arrière vers nos signaux originaux exprimés dans le temps. Donc l'utilisation de Laplace, c'est juste une astuce de calcul, c'est juste un calcul théorique qui va nous aider à faire la résolution. Donc le courant symbolique, ce n'est autre que la transformée de Laplace du courant exprimé dans le temps. De même, la tension symbolique, c'est la transformée de Laplace de la tension dans le temps. Donc rappelons bien que, et ça c'est un rappel du traitement du signal, la partie de Laplace, ce que la transformée de Laplace de la dérivée par rapport au temps, c'est la variable p fois le courant symbolique plus une condition initiale, condition à l'instant t égale à 0. De même pour la dérivée de la tension. D'accord? Bien évidemment, si on suppose que les conditions aux limites sont nulles, et dans la majorité des calculs, on suppose que ces conditions sont nulles, et même leurs dérivées par rapport au temps sont toujours nulles, on va se retrouver avec, on va dire, ces transformés, ils vont se résumer uniquement à P fois I, à P fois V, d'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'appliquer la transformée de Laplace à ce nouveau système utilisé dans les conditions d'une ligne sans perte. Donc lorsque j'applique la transformée de Laplace, d'accord? Donc la place ne va pas s'appliquer à la dérivée par rapport à z, la place ne s'applique que sur la variable temps. Donc lorsque j'applique la place sur cette dérivée, la place ne va s'appliquer que sur la tension petit v. D'accord? C'est-à-dire, la transformée de la place de cette dérivée, c'est la dérivée par rapport à z de la transformée de la place de petit v. Donc, et la transformée de la place de petit v, c'est grand V, Z de P, et non pas de T. Ça, c'est une erreur. Donc ça, la variable P. Donc c'est une dérivée d'une tension symbolique égale, je laisse le L, et j'applique cette relation. La dérivée, la transformée de la place de la dérivée, c'est la variable P fois I. Ce que j'ai fait pour la dérivée de la tension, je la refais pour la dérivée du courant par rapport à Z. Le résultat, c'est qu'on va se retrouver avec un nouveau système d'équations, mais exprimé avec des signaux symboliques.
Donc, si on veut pousser le calcul pour avoir les équations d'onde spatio-temporelle, ou ce qu'on appelle en langage des ondes les équations d'onde, on n'a qu'à dériver une nouvelle fois le courant. Par exemple, j'applique la dérivée une autre fois et je vais utiliser la relation précédente. Donc j'obtiens celle-là. Ça, c'est un calcul qui a été déjà fait dans les chapitres précédents. Et la même chose, si je dérive la première équation une autre fois par rapport à z, et j'applique la deuxième équation. Donc on va se retrouver avec ce qu'on appelle les équations de propagation. C'est vrai que on va pas les appeler exactement les équations de propagation parce qu'on a l'habitude de, à chaque fois qu'on parle des équations de propagation, il faut que le temps et l'espace apparaissent en parallèle. Là, il n'y a plus de temps. Mais quand même, la forme, elle est en quelque sorte qui ressemble. Et donc, mathématiquement, tout ce que nous avons fait, on va l'appliquer ici. Donc, gamma représente la constante de propagation, mais cette fois-ci, elle est symbolique. D'accord? C'est P, L, E, c'est la constante au carré. Donc, la constante de propagation sera P, la racine de LC. Alors, bon, si je veux faire le lien avec le régime harmonique, le P, ce n'est autre que le J oméga. Le J fois 2pi fois la fréquence. Bien évidemment, on peut facilement montrer que la racine de LC, c'est mu0 epsilon 0. Et cette racine, ce n'est autre que l'inverse de la vitesse de propagation. Mais c'est une vitesse qui est dans l'air, dans l'espace. C'est-à-dire que si je passe vers des lignes de transmission qui sont entourées par des gaines de diélectrique, là, on va dire que la vitesse doit être changée par la nouvelle vitesse qui est la vitesse de propagation de signal dans un milieu diélectrique et non pas l'air. Donc voilà la vitesse de propagation de l'onde. Le courant est en tension le long de la ligne. Donc résolution par la transposition des solutions harmoniques, c'est-à-dire on a déjà vu la résolution. D'accord? Donc, mais si jamais on veut laisser les choses, c'est-à-dire on ne va plus négliger les pertes, on va plus négliger la conductance, c'est-à-dire qu'on peut carrément travailler avec les nouvelles expressions, c'est que l'impédance aura un terme, l'équivalent du terme réactance, et le terme résistance, ainsi de suite. D'accord? Donc, ces deux termes représentent les pertes dans la ligne. Les pertes au niveau de la résistance et les pertes au niveau de la conductance. Et dans ces conditions-là, on aura une nouvelle expression de la constante de propagation. D'accord? Mais pour qu'on soit un petit peu allégé, d'accord, on va travailler dans des très très bonnes conditions. C'est le cas des lignes de transmission sans perte, c'est-à-dire on va travailler avec les mêmes conditions initiales, mêmes conditions précédentes, c'est-à-dire que l'impédance elle est purement imaginaire, l'admittance elle est purement imaginaire, il n'y a pas d'effet de résistance ni d'effet de conductance. Donc d'après ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, voilà les expressions de courant et de tension. Alors, donc il suffit de voir un petit peu ça. ZC, c'est l'impédance caractéristique de la ligne. Elle est égale, d'une manière générale, par la racine de ZP sur Y de P. Et pour une ligne sans dissipation, elle est égale à la racine de S sur C et qui est une valeur qui est réelle. Maintenant, si on veut calculer le courant et la tension, on a besoin, on va dire, des constantes A et B. Donc la détermination de ces constantes se base sur l'application des conditions aux limites. Côté, on va dire, côté du générateur et côté du récepteur. Donc les conditions aux limites. Donc, entre parenthèses, à chaque fois que on a des conditions de l'espace,
on les appelle des conditions aux limites. Et à chaque fois qu'on a des conditions de temps, on les appelle des conditions initiales. Donc pour déterminer les constantes A, B, on applique les conditions limites, mais attention, n'oublie pas que la configuration de la ligne initiale, il est dans le temps. Le générateur qui délivre un signal dans le temps, d'accord, c'est-à-dire que la ligne initiale, ou bien le système initial de ligne de transmission, il est relié à un générateur qui délivre des signaux dans le temps. Et à ce niveau-là, nous avons utilisé une transformation symbolique de la place. C'est-à-dire, on va prendre la source, le côté générateur. Voilà, c'est là où ce sont les deux conditions. Et on va appliquer la transformée de la place. Comment? En essayant d'écrire la relation de ce côté-là, la condition aux limites côté générateur. J'applique la loi de Maille. Donc E de t c'est Z0 I0 de t plus V0 de t. Donc je vais prendre cette condition-là et je vais lui appliquer la transformée de la place. Bon, ce qui est important, ici, ce passage, il est conditionné par le fait que Z0, il est réel. Et je crois que il n'y a pas de générateur utilisé dans les lignes de transmission qui possèdent une impédance qui n'est pas réelle. D'accord? Donc la deuxième condition, c'est le côté récepteur. Et donc du côté récepteur, on va lui appliquer également la transformée de la place. Donc si je prends l'équation du côté du récepteur, donc VLG, bon ça c'est pas ILG, donc c'est une erreur, toujours, donc c'est une deuxième erreur. Donc c'est petit VLG de T, c'est l'impédance fois le courant. Voilà. Donc en appliquant la place, on se retrouve avec une nouvelle condition aux limites, bon, une nouvelle condition, mais avec la variable symbolique. Donc nous avons deux conditions avec les variables symboliques. Donc on va les utiliser pour déterminer les constantes A et B. Donc voilà la première condition. Je remplace I0 de P par A exponentielle moins gamma 0 plus B exponentielle plus gamma de 0 plus V0 de P c'est ZC A exponentielle moins gamma 0 moins B, c'est-à-dire ici c'est l'expression du courant pour Z pour ici pour Z égale à 0 et là c'est l'expression de la tension pour Z égale à 0. Le résultat c'est que on a une première équation où j'ai mis la constante A avec A, B avec B, et j'ai laissé de côté le E de P. Donc voilà la première équation reliant A et B. Donc c'est une équation à deux inconnus. Donc on a besoin d'une deuxième équation en fonction de A et B pour utiliser la méthode de substitution pour déterminer le A et le B. Donc je prends cette condition numéro 2, la tension côté du récepteur qui est égale à ZC fois A exponentielle moins gamma LG, moins B exponentielle plus gamma. Donc ça, c'est la tension. D'après la condition aux limites, c'est l'impédance de charge fois le courant. Donc c'est l'impédance de charge fois l'expression du courant lorsque Z égale à LG. D'accord? Donc voilà, j'ai essayé d'arranger cette équation pour plus de visibilité. Ce que j'ai fait ici, je le refais ici, c'est-à-dire je vais essayer d'organiser et de mettre A avec A, B avec B, voilà l'équation. Et je divise par ZC plus ZL et je fais sauter l'exponentielle. Donc il y a un signe moins, là j'ai oublié de faire le signe moins. D'accord?
Bon, apparemment, il y a un signe ici. Bon, là, c'est ZL moins ZC. Donc, il n'y a pas de signe moins. Il n'y a pas de signe moins ici. Donc, ça, c'est juste. Et ça, c'est faux. D'accord? Mais bon, le principe, il est le même. Donc, maintenant, je prends la condition, je prends l'équation 1 et je remplace B par son expression. D'accord? Voilà. Et voilà, je me retrouve avec une équation qui dépend que de A. Je vais la ranger. Je vais la ranger. Voilà. Donc voilà l'équation. Je vais la répéter ici. Voilà. Maintenant, nous allons introduire ce qu'on appelle les coefficients de réflexion. Donc s'il vous plaît, essayez de faire le calcul. Bon, il y a un problème quelque part de signe. Donc, j'appelle le coefficient de réflexion côté générateur, c'est Z0 moins ZC sur la somme Z0 plus ZC. Et du côté du récepteur, c'est ZL moins ZC sur ZL plus ZC. Donc, je remplace ce terme-là, ce rapport-là par gamma L, ce terme-là par gamma 0, coefficient de réflexion de côté générateur, coefficient de réflexion côté récepteur, et voilà le A. De même, j'applique la relation précédente, ça peut m'aider à trouver le B. Maintenant, voilà le B, et on veut calculer le courant, on va remplacer A par son expression, la voilà, et B par son expression. On va se retrouver avec des termes qui sont communs aux deux. Donc on va factoriser avec ce terme-là en commun. Et voilà l'expression du courant symbolique. Donc là, à la fin, on va lui appliquer la transformée de Laplace inverse pour retrouver le signal initial. De même pour la tension, d'accord? On a le courant, on a les constantes A et B. On va dire que la tension, d'accord, égale à cette expression-là. Donc ça, c'est la même chose. Donc voilà le courant, et pas la, donc c'est ça le courant. Donc le courant euh, de la même manière, je fais le calcul du courant, je factorise avec les termes en commun. De même la tension, d'accord, donc c'est le même principe, c'est du calcul. Et finalement, on va se retrouver avec les quatre expressions des courants et tensions symboliques. Donc maintenant, si on veut revenir en arrière vers les signaux originaux dans le temps, on n'a qu'à appliquer la transformée de Laplace des quatre signaux. Donc ici, j'ai rassemblé les deux signaux, et là, les deux signaux. Là, c'est les courants à l'entrée, à la sortie. Ici, la tension à l'entrée et à la sortie. Bon, on va dire que mathématiquement, on va voir que l'application de la transformée de Laplace, on va essayer d'appliquer ce qu'on appelle la méthode des réflexions multiples. D'accord? Donc, cette méthode de réflexion multiple, d'accord, consiste à utiliser ce qu'on appelle le principe de la superposition des réflexions multiples. C'est-à-dire, dans le cas où vous avez un système qui n'est pas adapté ni côté générateur, ni côté récepteur, donc l'impulsion émise, il passe dans la ligne, et il rencontre on va dire, une impédance de charge qui n'est pas adaptée. Le résultat, c'est j'aurai un signal réfléchi qui va repartir vers le générateur il est non adapté, ainsi de suite. D'accord? Donc, on va dire que le courant et la tension,
ils ont cette même forme. Si vous regardez les 4 expressions des courants de tension, vous allez trouver qu'ils ont un même terme en commun, c'est celui-là. On va essayer de revenir en arrière. Regardez, vous avez un même terme, il est là, il est là, il est là, il est là. D'accord? Donc, vous avez le signal S de P qui peut être courant à l'entrée, courant à la sortie, tension à l'entrée, tension à la sortie. D'accord? Et donc, on va essayer d'écrire ce signal S de P comme cette série de termes. C'est une série géométrique, puisqu'il est étalé sur l'infini, allant de 1 plus le terme n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2, jusqu'à l'infini. Donc on va l'écrire sous la forme suivante. C'est ça le principe des réflexions multiples. Donc, si on néglige l'atténuation en ligne, d'accord, gamma, il est comme ça. Alors, il est égal à P fois la racine, comme on en a dit précédemment. Bon, la ligne de transmission, généralement, elle comporte un diélectrique, d'accord, qui possède une certaine permittivité qu'on appelle epsilon R. Par conséquent, il ne faut pas oublier que à chaque fois que vous êtes dans la situation d'une ligne aérienne, donc il ne faut pas introduire la permittivité epsilon R, mais à chaque fois que vous avez une ligne de transmission qui est entourée avec une gaine diélectrique, il faut introduire cette permittivité ici. D'accord? Donc voilà notre nouvelle constante de propagation. D'accord? Il est en fonction de la permittivité du vide, la permittivité relative de diélectrique. D'accord? Donc voilà la vitesse. C'est ça la relation dont j'ai parlé précédemment, qui relie la vitesse de l'onde dans un milieu diélectrique avec la vitesse de l'onde dans le vide. On va essayer d'introduire la notion du temps. Le temps que mit l'onde pour aller d'un point à un point, d'un émetteur au récepteur, à partir de cette relation-là. Donc, vous avez la vitesse, donc gamma et g, donc gamma fois la longueur, c'est p fois cette racine, d'accord? P fois cette racine, il est là, fois la longueur Lg. D'accord? Donc, si vous prenez cette relation-là, donc la racine, c'est 1 sur la vitesse. Voilà. Et la longueur sur la vitesse, c'est ce qu'on appelle le temps. On appelle le temps de propagation en ligne. Donc, on doit faire apparaître ce qu'on appelle le temps. C'est une donnée, c'est une constante, c'est pas une variable. La variable, il est toujours P. La variable, il est toujours la variable symbolique. Mais là, le temps, c'est un temps de propagation. Il est connu, enfin, il est constant. D'accord? Donc, on va passer vers l'expression précédente pour remplacer le terme gamma Lg avec le terme P fois le temps de propagation. Maintenant, si on essaie d'apporter des nouvelles simplifications, des hypothèses, ça va nous aider à calculer théoriquement les 4 signaux qu'on cherche. Pour la première chose, on va supposer que les impédances côté du générateur et côté du récepteur sont purement réelles. Résultat, c'est que l'impédance Z0 sera une résistance. L'impédance de charge ZL sera une résistance. Si on suppose également que l'impédance caractéristique elle est réelle, c'est normal, parce que l'impédance caractéristique, c'est la racine de l'impédance Z sur Y. Et comme je suis dans une ligne sans perte, donc la racine de Z sur Y, ce n'est autre que la racine de L sur C. D'accord? Donc également, elle sera une résistance. Donc résultat, c'est que les coefficients de réflexion et de transmission seront purement réels. Et par conséquent, euh, la solution S de P sera
une superposition de solutions S0 de P pondérée du coefficient et retardée de n de θ. D'accord? C'est-à-dire, regardez là, ce que je veux dire, euh, je vais appliquer la place à S de P, la place inverse. Donc, je ne vais pas toucher, je ne vais pas appliquer la place sur ce terme-là. D'accord? Donc, je vais appliquer directement sur le signal S de P, directement la partie qui dépend que de P. D'accord? Et l'effet, on va dire, on va voir l'effet, c'est le retard. Nous allons introduire ce qu'on appelle la notion de retard. Donc, on va essayer de comprendre ça. Donc, gamma de t, c'est un échelon, et l'échelon, il est égal à la valeur 1 pour le temps supérieur ou égal à 0, et il est négatif pour les temps, il est égal à 0 pour les temps négatifs. Et ça, c'est très, très important. Bon, je reviens sur cette expression, d'accord? On va l'expliquer à travers notre exemple, parce que là, il n'est pas vraiment très explicatif. Donc, ce qu'on doit retenir, et ça c'est très très important, on va utiliser ce qu'on appelle une certaine convention. C'est-à-dire, pour n égale à 0, ce produit-là, il est toujours égal à 1, quelle que soit la valeur de gamma 0 et gamma L. C'est-à-dire, même si gamma 0 égale à 0, et même si gamma L égale à 0, lorsque je prends n égale à 0, par convention, ce produit-là est égal à 1. Également, on va admettre que la tension E de t elle est causale, c'est-à-dire il n'a pas d'existence dans les temps négatifs. D'accord? Il est nul pour les temps négatifs. Donc, euh, regardez, regardez, le courant à l'instant t dans la position z, regardez, je ne touche pas ce terme-là, il est réel, c'était des impédances qui sont réelles, je ne touche pas ce terme-là, on va voir que il y aura que des pondérations, il n'y a que des effets de retard pour le temps. D'accord? Il y a des effets de retard et donc de même la tension, de même le courant, de même la tension. Donc voilà les quatre signaux. Donc il y a la pondération avec ce terme-là qui est réel. Je vais le laisser dans ce côté-là. Et pour le signal ici, ce que nous avons comme terme exponentiel, il se traduit par un terme retard. Et je crois que ça, c'est une propriété de la place. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Laplace dans ses propriétés? Il nous dit que la transformée de Laplace d'un décalage, ou bien Laplace du décalage, se traduit par un terme de modulation. C'est un exponentiel. D'accord? Et la modulation, c'est-à-dire Laplace d'une modulation, Laplace d'une exponentielle, c'est un décalage. Donc lorsqu'on a ce décalage, c'est parce que au niveau de la place, nous avions des exponentielles. Donc si on prend l'exponentiel dans le domaine de la place, il sera traduit dans le domaine temporel par un retard. C'est ce que je voulais dire précédemment. D'accord? Donc, dans la transformée de la place, je répète, dans la transformée de la place, lorsqu'on a des exponentielles avec la variable p fois le θ, le temps de propagation, ou bien l'exponentielle de moins n p θ, ce terme exponentiel, c'est ce qu'on appelle le terme de modulation. Il se traduit dans le temps par un décalage. C'est-à-dire, si vous prenez ce terme de nθ, c'était quoi dans la place? C'était
l'exponentielle moins 2n θ. D'accord? D'accord? C'est tout simplement avec la variable p. Bien évidemment, avec la variable p. Moins 2np θ. D'accord? Donc, c'est une exponentielle qui a été transformée en un décalage dans le temps. Donc là, c'est la même chose. Donc, vous pouvez refaire ce calcul-là. Il est très simple. Donc, regardez, c'est le même principe que j'ai utilisé pour les 4 cas. Maintenant, on va étudier un cas particulier. C'est ce qu'on appelle le cas d'un générateur adapté. Donc, un générateur adapté, la condition d'adaptation, et c'est une condition que nous avons déjà vue dans le chapitre relatif au dispositif d'adaptation, c'est que l'impédance interne du générateur, qui dans notre cas c'est Z0, égale à ZC. Donc, si on suppose que ZG, ZC et ZL sont réels, voilà le résultat. D'accord? Bon, là, il y a une confusion, je m'excuse. Z0, c'est ZC, RC, et ça, c'est Z0, R0. Bon, parfois, le problème de copier-coller. Donc, voilà le coefficient de réflexion côté générateur. Il est égal à une résistance. Il est égal à 0. Et ça, c'est très, très important. Donc, générateur adapté, c'est que Z0 égale à ZC. Z0 égale à ZC. Donc, le coefficient de réflexion, il est nul côté générateur. Côté récepteur, il est non nul, mais il est réel. Donc, pourquoi j'insiste sur le mot réel? Parce que lorsqu'on applique la place, il ne va pas toucher le coefficient de réflexion. Il est réel. D'accord? Si en plus nous admettons que la force électromotrice du générateur est un échelon d'amplitude, donc c'est un échelon, c'est-à-dire que à l'instant t égale à 0, on va dire les temps négatifs ils sont nuls, mais à l'instant t égale à 0, on a une amplitude qui reste constante jusqu'à l'infini. D'accord? Donc, regardez ce que je vais faire. On va ouvrir cette sommation allant de 0 jusqu'à l'infini. Là, c'est l'infini. Regardez, n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est tout ça, c'est n égale à 0. Tout ça, c'est n égale à 1. Et ça, c'est n quelconque. Et ça, c'est l'infini. Bon, par convention, pour n égale à 0, quelle que soit la valeur de gamma 0, de gamma L, par convention, ce produit-là est égal à 1. Même si j'ai ici le cas gamma 0 égale à 0, mais par convention, ce produit-là, il est égal à 0. Le n est ici égal à 0. D'accord? Donc les termes, ils sont nuls parce qu'on a gamma de 0 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est que I0 de t, c'est 1 sur R0 plus RC, facteur de E de t moins gamma L E de t moins 2θ. Je remplace E de t par son expression. Je fais sortir le E0 et voilà le résultat final I0 de t. Donc c'est ça l'expression finale dans le temps du courant à l'entrée de la ligne. Donc de même pour la tension. Bon, avant de continuer le cours, donc là, je viens de constater qu'il y a un problème au niveau des numéros de page. Donc, merci de ne pas en tenir compte. D'accord? Oubliez ces numéros de page parce que à ce niveau-là que j'ai rectifié, mais avant, il y a une erreur. Je ne pouvais pas reprendre l'enregistrement. Je vais continuer et faites attention pour les pages précédentes. Donc, comme j'ai dit, on va appliquer la même démarche pour la tension à l'entrée, c'est-à-dire on va ouvrir cette sommation. Voilà, V0 de t, le premier terme, n égale à 0, n égale à 1, n quelconque, et l'infini. Donc, par convention, on utilise la convention, comme j'ai fait précédemment. Je remplace
Les deux termes, ils sont nuls parce que le coefficient gamma 0 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est que E de t moins E de t moins 2θ. Donc, pourquoi j'ai E de t? Parce que j'avais un terme exponentiel moins P de θ. D'accord? Et là, exponentielle moins 2pθ. Bon, ici, il n'y a pas de terme de l'exponentielle, mais ici, il y a un terme de il y a un terme de modulation. Donc, faites attention, c'est que on peut voir qu'à partir du signal temporel, que dans la place, il y avait un exponentiel de 2p fois θ. D'accord? Donc, je répète, et j'insiste beaucoup sur ça, l'exponentielle ou la modulation dans le domaine de la place se traduit avec le décalage. Donc, dans le cas où R0 égale à RC, donc c'est le cas d'un générateur adapté. Donc, ici R0 plus RC, c'est comme j'ai 2 RC, ou bien 2 R0. On va simplifier avec RC et j'ai ici un demi. Et comme je travaille avec un signal qui est échelon, un échelon d'amplitude E0, donc je remplace l'échelon par son expression, et voilà notre expression finale de tension à l'extrémité Z égale à 0. De même pour le courant, rien ne va changer. J'utilise la convention. J'annule les termes puisque gamma 0 égale à 0. Et je retiens. Donc là, ici, vous avez un terme d'exponentielle moins P de θ qui a été traduit par un décalage. J'utilise le fait que le signal d'entrée est un échelon. Voilà la nouvelle expression. Pour R0 égale à RC, j'aurai cette nouvelle expression du courant à l'autre extrémité de la ligne, côté récepteur. Et finalement, pour l'expression de la tension, la convention, gamma 0 égale à 0, voilà l'expression. Je pousse le calcul dans le cas R0 égale à RC, et ainsi de suite, jusqu'à avoir cette expression finale. Donc maintenant, je peux résumer les quatre expressions. Les voilà. Les quatre expressions de courant, tension de deux extrémités de la ligne. Maintenant, on a un petit souci, c'est que gamma L est une donnée très très importante. Gamma L est une donnée très très importante. On n'a pas vraiment, on doit savoir quelle est sa valeur, comment elle est, parce qu'elle va influencer sur la représentation graphique des signaux. Ici, elle va influencer. Parce que là, vous avez une différence. Et lorsque je parle d'une différence, ça veut dire que le signal, il a une certaine amplitude, il va passer soit vers le haut, soit vers le bas. Est-ce qu'il va augmenter? Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va diminuer? Là, et vous avez gamma L. Là, vous avez gamma L. Là, vous avez gamma L. Donc, la gamma L, ça va influencer sur l'amplitude. Donc, il est très très important de savoir comment elle est, comment elle réagit, quelle est sa valeur. Donc, on doit donner une information supplémentaire sur gamma L. Comment? À travers l'impédance de charge ZL. On suppose que ZL elle est supérieure à l'impédance caractéristique ZC. Donc, comme ce sont des impédances réelles, donc RL elle est supérieure à RC. Résultat de ça, c'est que gamma L elle est inférieure ou égale à 1 et il est toujours positif. Alors, donc ça, c'est très très important. Ça va nous aider à représenter les quatre signaux dans le domaine temporel. Maintenant, je prends les signaux. Donc, les chronogrammes, je vais essayer de représenter les 5 signaux dans le temps. Le premier, c'est E de t du générateur. Le deuxième, c'est I0 de t. Troisième, c'est V0 de t. Quatrième, c'est ILG de t. Et cinquième, c'est VLG de t. Donc, je place les instants les plus importants pour l'étude. N'oubliez pas que nous avions, dans les expressions précédentes, le décalage de θ et le décalage de 2θ et l'instant 0. L'instant 0, je ne l'ai pas représenté. D'accord? Donc,
Si je prends le E de t, regardez, il est égal à l'échelon fois E0. C'est-à-dire, pour t inférieur à 0, il n'y a rien. Le signal, il est nul. Voilà. Et pour le temps, il est supérieur ou égal à 0, on a l'échelon égal à 1. Donc là, le signal E de t égal à 1. Donc c'est ça ce qu'on appelle le signal échelon. Pour le signal I0 de t. Pour le signal I0 de t, nous avons I0 de t égal à E0 sur R0 plus RC facteur de ce terme-là. Donc on va considérer que I0, c'est ce terme-là, et I de l'infini, c'est le gamma L fois le même terme, parce que c'est une différence d'amplitude. D'accord? Donc, regardez ici, si je prends le temps inférieur à 2θ, si je prends le temps t inférieur à 2θ, cette fonction-là n'a pas d'existence. Elle est égale à 0. Parce que si je prends la fonction échelon t moins 2θ, par définition, si j'applique cette définition, elle est égale à 1 lorsque le temps t est supérieur ou égal à 2θ. Les propriétés de décalage. Donc ici, je répète, pour le temps t, elle est inférieure à 2θ. Ce terme-là, il est nul. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste E0 sur R0 plus RC gamma de t. Et gamma de t, comment elle est? Elle est normalement égale à 1. Elle est égale à 1, regardez. Elle n'est pas égale à 1, mais égale à E0. Donc, par rapport à E de t, le signal I0 de t, pour le temps inférieur à 2θ, il va occuper l'amplitude I0. Voilà. Bien évidemment, pour les temps négatifs, il n'y a rien, toujours. Maintenant, pour le temps t supérieur à 2θ, cette fonction-là, elle existe. Il a une valeur non nulle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de retrancher le signal moins celui-là. Mais comme gamma elle est inférieur ou égal à 1, ça veut dire l'amplitude, qu'est-ce qu'elle a? Elle va baisser. Elle va baisser. Donc, elle va baisser de la valeur, d'accord? Il aura une nouvelle amplitude, c'est I de l'infini. C'est-à-dire ici, vous avez une amplitude I0 et une amplitude I de l'infini. D'accord? Il y a le moins, ça va baisser. Si je prends le signal V0 de t, et je déclare que V0 est E0 sur 2, V de l'infini c'est E0 sur 2 gamma L, regardez, c'est le même principe, E de θ, c'est mon instant qui va essayer de basculer entre deux fonctionnements, regardez, donc t inférieur à 2θ, ce terme-là il est nul, donc ça va nous donner V0, E0 sur 2, donc ça va commencer d'ici. Et là, je vais ajouter plus, c'est-à-dire l'amplitude va augmenter. Donc les deux amplitudes particulières V0 et V l'infini. Pour le ILG de t, je fais le même raisonnement. Je déclare E0 sur 2RC, c'est I0, d'accord? Bon, il n'y a qu'un seul terme. Là, il n'y a pas comme le cas ça c'est un cas très très simple. Pour les temps négatifs inférieurs à θ, c'est nul. Pour les t supérieurs à θ, donc l'amplitude, c'est celle-là. Voilà, c'est I l'infini. Et pour terminer, le dernier signal, c'est celui-là, la tension. Donc là, c'est très simple. C'est toujours, il y a un seul terme d'amplitude. Donc pour les temps inférieurs à θ, c'est nul. Pour les temps supérieurs à θ, ça va aller vers l'amplitude V de l'infini. Donc voilà les signaux représentés graphiquement dans le cas d'une ligne de transmission en régime temporel et lorsque le générateur il est adapté. Donc merci pour votre attention et j'attends vos commentaires et vos questions.